Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être ici. J'étais déjà venue il y a 2 ans dans le cadre du forum d'Amnesty. Voilà, dans cette salle. Donc, j'ai l'impression d'avoir des petites habitudes, presque. Alors peut-être pour dire un peu d'où je parle, parce que c'est un sujet qui est évidemment énorme, celui des entreprises et le rôle des entreprises par rapport aux enjeux notamment du climat, aux enjeux écologiques. Donc je dirige un programme de recherche à l'ESSEC dans le cadre duquel nous avons eu différentes conventions de recherche depuis une petite dizaine d'années avec différentes soit entreprises, soit autres institutions. Je les nomme parce que je donnerai sans doute l'un ou l'autre exemple. On a eu 2 conventions de recherche successives avec Total pour étudier les effets de l'activité pétrolière sur le développement au Nigeria. Alors plutôt sous l'angle sociétal que proprement environnemental, mais évidemment les choses sont liées. Nous avons eu aussi 2 conventions de recherche avec Danone, et pour ceux qui connaissent un peu l'organisation de Danone, avec le fonds Danone Écosystème, qui essaye de développer des projets un peu à côté du cœur de métier pour essayer de voir comment peuvent être pensés de façon plus large une transformation des modèles économiques. Et là, c'était autour de la question du recyclage du plastique en Indonésie et au Mexique, avec l'idée pour l'entreprise, qui est dans les 2 pays, qui est une part importante du marché de l'eau en bouteille, de favoriser des projets qui permettent d'intégrer, d'avoir plus de plastique recyclé dans les bouteilles, et puis en même temps de contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail des chiffonniers, qui sont le premier maillon dans la chaîne du recyclage. Alors c'est aussi un cas d'école très intéressant des ambiguïtés des entreprises, à la fois d'efforts, mais en même temps des difficultés qu'il y a à pouvoir essayer de changer d'échelle. Et puis on a eu une convention de recherche avec le CCFD pour étudier l'implantation de Michelin en Inde, avec aussi l'accord de Michelin pour aller sur le terrain rencontrer des personnes dans l'entreprise en Inde, et donc avec à la fois le point de vue du CCFD à Paris, et puis les partenaires indiens du CCFD, donc Michelin et à Clermont-Ferrand, Paris et en Inde, et puis les pouvoirs publics indiens. Donc là aussi, ça met devant tous les enjeux liés à l'industrialisation massive en Inde, et les questions que ça pose pour l'avenir. Et puis, nous avons eu aussi une convention de recherche avec Veolia pour étudier le raccordement à l'eau potable de la ville de Nagpur. Et c'est un partenariat public-privé à 50-50. Il y a 2 partenaires, le partenaire indien, une entreprise privée locale, et puis Veolia. Et puis, accord passé avec les pouvoirs publics indiens. Et là aussi, ça met en perspective plein de questions, sur notamment le raccordement à l'eau dans des bidonvilles, et puis les équilibres ville-campagne ou autres. Et puis enfin, aussi une convention de recherche avec l'Agence française de développement autour du changement d'échelle, là pour le coup en termes d'indicateurs, parce que, alors notamment avec Gaël Giraud, qui est jésuite économiste et puis qui est venu, c'est à Besançon l'année dernière je crois, on avait essayé de voir comment proposer dans le cadre de ces recherches, une méthodologie mixte, quantitative et qualitative, Gaël m'ayant encouragé à ne pas faire que du quali, mais aussi un peu de quanti, en disant que par rapport à des publics d'ingénieurs, ça pouvait être aidant. Et en revanche, on a essayé de réfléchir à une manière pertinente, justement, d'essayer de mesurer des effets de l'activité, notamment de l'activité économique, sur le développement, en prenant comme point d'ancrage de nos recherches la question du lien social. Et donc on a construit un indicateur qu'on appelait un indicateur de capacité relationnelle qui essaye de mesurer la qualité des relations dans une zone. Et l'Agence française de développement nous a financé des études pendant 3 ans pour voir comment construire un indicateur de lien social qui permette d'évaluer les pays sous cet angle-là. Alors vous allez me dire, ça on peut en reparler peut-être dans l'échange si certains sont intéressés. Évidemment, ça pose plein de questions. Est-ce qu'on peut quantifier déjà la qualité des relations? Et sachant que là, moi, je suis toujours très sceptique à l'égard de ces indicateurs quantitatifs. Je pense que ça ne peut être qu'un auxiliaire d'une étude beaucoup plus fine, nourrie aussi de recherches qualitatives, et en l'occurrence menée avec des sociologues, des anthropologues, des politologues et des personnes qui savent dire comment, dans une zone donnée, comment est-ce que la question du lien social, comment elle se pose. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi quand même des éléments assez universels qui permettent quand même aussi de se poser des bonnes questions, en tout cas d'avoir dans des questionnaires quantitatifs un peu un peu parfois un signal d'alarme pour se dire, quand on voit la détérioration par exemple du niveau de confiance dans une zone,
et de niveau de confiance envers les proches. Je donne cet exemple-là parce que c'est l'exemple qu'on a mesuré au Nigeria pour essayer de regarder les effets de l'activité pétrolière sur le lien social. Et c'est très impressionnant de voir que dans des zones qui sont, on pourrait dire, sous perfusion des pétroliers et qui ont en gros un niveau de vie supérieur à ce qui se passe dans des villages qui ne sont pas directement liés à l'activité pétrolière. En revanche, on a vraiment une détérioration du lien social et notamment de la confiance à l'intérieur des familles, ce qui est quand même très très préoccupant par rapport à l'avenir. Voilà, alors j'étais un peu longue dans pas de préambule, mais je pense que ça situe quand même un peu d'où je parle et le fait que ce dont il est question, alors notamment les 2 derniers ouvrages que j'ai écrits, tout ça est aussi lié à des activités, des recherches de terrain et des recherches pluridisciplinaires menées avec des personnes alors de différentes disciplines académiques et puis aussi de différents mondes, puisque ces recherches nous mettent en lien à la fois avec des personnes, les communautés locales, les habitants, les populations qui font les frais parfois de l'activité d'un certain nombre d'activités industrielles, les pouvoirs publics, et puis dans les entreprises, ce soit les personnes, les patrons des filiales, jusqu'aux personnes qui travaillent, alors soit comme ouvriers ou comme employés dans ces sites de production, et puis toute la question de la chaîne de valeur aussi, c'est-à-dire ce qui se passe non seulement pour les salariés directs des entreprises, mais aussi pour les sous-traitants. Et ça, je pense que c'est aussi une des énormes questions que posent nos modèles économiques mondialisés. Voilà, alors j'avais envie de commencer justement avec cet exemple du Nigeria et des effets de l'activité pétrolière parce que je trouve que ça nous met bien ensuite dans la complexité et par rapport aux enjeux du climat. C'est-à-dire quand on regarde la question telle qu'elle se pose pour les habitants du delta du Niger, la zone de production pétrolière au Nigeria, on voit qu'ils subissent à la fois les effets de l'érosion. Alors l'érosion, elle n'est pas directement liée à l'activité pétrolière, mais c'est un des effets aussi quand même de ces bouleversements qui vont être de plus en plus importants dans les années qui viennent. Il y a ce dont on entend souvent parler dans les médias, les problèmes de pollution, qui ont des conséquences directes sur la qualité de vie des populations, et puis ce que je viens d'évoquer de la détérioration du lien social. Sans compter, évidemment, là je ne parle même pas des problèmes aussi liés à Boko Haram, mais ce sont là des problèmes qui sont plutôt dans le nord du Nigeria et qui touchent moins directement la zone de production pétrolière. Puis on peut dire que par rapport à cette question de la production pétrolière, il y a évidemment non seulement les aspects locaux et territoriaux qui se posent et qui posent déjà des questions non pas simplement pour le court terme, mais pour les décennies qui viennent pour le Nigeria. Et juste pour parenthèse, quand je discute avec des cadres des compagnies pétrolières au Nigeria et que je leur dis finalement il aurait mieux valu pour le Nigeria qu'il n'y ait pas de pétrole, et les gens des compagnies pétrolières répondent que oui. Donc ça dit quelque chose aussi du diagnostic partagé quant à la gravité de ce qui se passe sur le terrain et des inquiétudes qu'on peut avoir pour l'avenir. Et puis évidemment, la question de l'industrie pétrolière, elle pose aussi la question des énergies fossiles et du fait que, alors selon les estimations, on sait qu'en gros, il faudrait laisser dans le sous-sol planétaire à peu près 80% des énergies fossiles, donc charbon, pétrole et gaz, si on veut limiter à 2 degrés l'élévation de la température à l'échelle de la planète. Ce qui est l'objectif quand même, on peut dire ça, c'est quand même un des grands acquis de la COP21 en décembre, c'est que 195 pays se sont mis d'accord pour dire qu'il fallait être, même en anglais, well below 2 degrees, ça veut dire bien en dessous des 2 degrés, aller plutôt vers les 1,5 degré. Alors, on sait qu'en fait, il est déjà trop tard pour qu'on arrive à 1,5 degré, et il est quasiment trop tard pour limiter à 2 degrés cette élévation. Faut que je parle plus près. Mais il n'empêche que le fait de fixer cet objectif-là et de dire qu'il y a un consensus de tous les pays, donc aussi bien des pays producteurs de pétrole que des pays qui sont des pays très pauvres, que des pays qui sont surendettés, enfin, c'est-à-dire que avec l'hétérogénéité de la situation des pays sur la planète aujourd'hui, on a quand même réussi à avoir un accord. Je pense qu'on peut déjà se dire que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors maintenant, le tout, c'est pas simplement évidemment de s'être mis d'accord sur cet objectif, c'est se dire comment est-ce qu'on va y arriver. Et là-dedans, évidemment aussi une des grandes questions, c'est de savoir comment nos modèles économiques vont pouvoir être transformés à la hauteur de cet objectif. Voilà, donc c'est de ça que je pense qu'on est venu pour essayer d'en discuter. Alors, ce que je vous propose, c'est d'y réfléchir avec 2 sources principales là pour ce soir, qui est d'une part
l'ouvrage « L'entreprise au défi du climat », qui est un livre qui est sorti il y a 2 mois, que j'ai coécrit très directement avec 2 autres co-auteurs qui sont Frédéric Boll et Xavier Becquet, qui sont 2 cadres dirigeants. Frédéric il s'est occupé de la plateforme de trading de Total à Genève pendant un certain nombre d'années. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît de près l'activité pétrolière et les problèmes financiers liés à l'activité du pétrole. Il a quitté Total depuis 1 an, il est maintenant consultant à son compte, ce qui lui donne encore plus de liberté de parole qu'avant, mais c'était déjà un des co-auteurs de l'ouvrage que Gaël Giraud et moi avions dirigé, 20 propositions pour réformer le capitalisme. Et déjà dans les 20 propositions, Frédéric avait signé 2 propositions, notamment sur la question de la régulation financière sur les marchés dérivés sur le pétrole. Donc c'est quelqu'un mais qui en fait décidé de regarder les choses telles quelles, enfin les problèmes tels qu'ils se posent à partir de son expertise professionnelle, mais en se disant qu'il estimait avoir une responsabilité à l'égard aussi d'une parole dans le débat public pour pouvoir alerter sur un certain nombre de problèmes. Et puis l'autre co-auteur, c'est Xavier Becquet, qui était jusqu'à il y a 2 ans chez Alstom. Il était directeur de la stratégie et du développement durable d'une des branches d'Alstom. Et en fait, il a donné sa démission parce qu'il était trop en décalage avec la stratégie de son PDG et qu'il était en plus très très critique d'un certain nombre de méthodes de management. Donc il a été au chômage pendant à peu près 1 an et puis là, il est le nouveau cadre dirigeant d'une autre entreprise. Voilà, c'est pour dire que ce sont des personnes qui sont bien engagées dans la vie professionnelle. Et puis en fait, ce texte est aussi le fruit d'une réflexion depuis 2-3 ans avec un groupe, une association. Alors je regarde parce qu'en face de moi, j'ai Antoine Aumonier qui a participé au démarrage de cette association qu'on a intitulée « L'entreprise, une bonne nouvelle », qui était une manière de reprendre une association que les jésuites ont fondée, La politique, une bonne nouvelle. Et en fait, c'était au départ avec plusieurs des co-auteurs des 20 propositions, donc des personnes qui travaillent dans le monde. Alors pour les 20 propositions, c'était plus la finance de marché, la finance d'entreprise, et des personnes qui se disaient, mais au fond, voilà, on a une responsabilité, c'est de décortiquer ce qui se passe à partir de ce que nous voyons, pour essayer de faire des propositions, et des propositions assez concrètes à court terme, et puis d'inscrire ça dans une vision long terme des transformations nécessaires. Et du coup, ce livre est le fruit d'une réflexion partagée entre une quinzaine de personnes qui sont essentiellement des cadres ou cadres dirigeants d'entreprises du CAC 40. Alors c'est sûr, c'est plutôt des grands groupes. Voilà, alors je ne sais pas, il n'y a peut-être pas beaucoup parmi vous qui travaillent, peut-être certains ont travaillé dans des grandes entreprises, mais il me semble que les sujets que nous abordons sont des sujets qui nous touchent tous, d'abord parce que nous sommes aussi tous des consommateurs de produits fabriqués par des entreprises du CAC 40, donc voilà, on a déjà des bonnes questions à se poser, et puis parce qu'un certain nombre d'enjeux que nous formulons dans le livre à propos de l'activité des entreprises et de la transformation des modèles économiques, ce sont des enjeux qui concernent toutes les entreprises. Voilà. Et puis qu'évidemment, si on s'intéresse à la question des chaînes de valeur et des chaînes de production, eh bien forcément, on touche la question du rôle des plus petites entreprises et parfois de la responsabilité des grands groupes vis-à-vis de ce qui se passe dans des petites structures. Voilà. Et donc, dans ce livre, on a essayé de regarder quels étaient, selon les uns et les autres, les plus grands blocages ou les leviers par rapport à la mise en œuvre dans des entreprises de la transition écologique et énergétique. Donc c'est de ça dont j'aimerais parler. Et puis, mais je vais commencer à partir aussi d'éléments donnés par le pape François dans l'encyclique Laudato Si, parce que je crois que d'abord, c'est un texte je pense que parmi vous, il n'y a pas que des chrétiens, mais le pape, dans l'encyclique, démarre en disant que ce texte s'adresse, en gros, à tous les hommes et femmes de bonne volonté, en disant, ben là, nous avons tous à réfléchir à la hauteur des enjeux de la situation presque dramatique qui est devant nous, c'est-à-dire en tout cas d'une situation dans laquelle nous savons que nous devons transformer très profondément nos manières de vivre, ce qui suppose de s'interroger aussi sur la transformation de nos appareils productifs. Et le pape, dans l'encyclique, parle de façon très concrète et assez précise d'un certain nombre de transformations nécessaires pour les entreprises. Et en fait, nous, notre livre, on terminait de l'écriture quand l'encyclique est sortie, et au fond, les uns et les autres se disaient, mais au fond, le pape dit exactement, enfin, nous nous retrouvons complètement dans ce que le pape dit. Donc, je propose de démarrer par ça, parce qu'il me semble que pour le coup, de manière plus... le pape a une vision qui démarre sous l'angle des enjeux anthropologiques, c'est-à-dire des questions qui se posent pour nous tous,
qui nous invite, au-delà des questions des normes à mettre en œuvre, des transformations de l'économie, de se dire la crise, qu'elle soit écologique, qu'elle soit financière, ou les mutations que nous traversons, si ces mutations numériques et autres, ces bouleversements qui sont déjà, enfin, que nous vivons et qui vont continuer, ce sont des bouleversements qui nous invitent à creuser peut-être encore plus profondément dans une interrogation autour des finalités. Et finalement, je crois que c'est une des choses, alors moi il y a une expression du pape que je répète beaucoup parce que je la trouve très percutante et parlante. Le pape dit « Nous possédons trop de moyens, nous possédons énormément de moyens par rapport et des fins rachitiques et limitées. » Alors les fins rachitiques et limitées, c'est nous interpeller tous sur, voilà, justement, la vision que nous avons d'un horizon devant nous, d'un projet de société à construire. Et au fond, le pape dit, la crise qui est là, c'est une crise qui est à la fois éthique et spirituelle. Et donc, quand il dit ça, c'est-à-dire cette crise nous interroge sur notre rapport aux fins, aux finalités. Et au fond, et c'est exactement là, le fruit du diagnostic que nous portions par rapport aux entreprises, c'est de dire les enjeux, les grands enjeux, ils ne sont pas d'abord technologiques ou financiers. Ça, ce sont la technologie, les sciences et techniques ou la finance sont des moyens. Tout l'enjeu, c'est de réfléchir à la hauteur pour mettre ces moyens en adéquation avec des finalités que nous reconnaissons, mais encore faut-il les reconnaître collectivement et en débattre. Et au fond, il me semble que c'est ça, des axes très forts de l'encyclique, c'est de nous interpeller sur la pauvreté, le caractère rachitique de nos fins, très souvent, par rapport à l'ampleur, aux énergies que nous déployons sur les moyens. Voilà, alors ça, je pense que ça nous invite à réfléchir. Alors, très profondément, alors je dis tout petite, quelque chose de la réflexion anthropologique que du coup nous propose le pape. Alors, il nous propose d'y réfléchir, alors comme il est catholique, chrétien, il y a un chapitre de l'encyclique qui est sur les enjeux on va dire, dans le langage théologique, de théologie de la création, mais qui est, je crois, une perspective qui est profondément spirituelle et qui est ouverte aux croyants. Alors, je prends des religions monothéistes, mais je pense que les croyants, et qu'ils soient ceux qui vivent une expérience spirituelle, peuvent se retrouver dans la manière dont le pape aborde ces questions-là, d'une ouverture. Alors, en langage chrétien, un Dieu qui est créateur et qui aime infiniment sa création. Et là, le pape cite les propos du livre de la Genèse, où celui qui écrit s'adresse à Dieu en disant « Tu as pitié de tous parce que tu peux tout ». Et du coup, le pape réfléchit, à partir de là, à ce que veut dire la toute-puissance de Dieu dans une reconnaissance que cette toute-puissance est une toute-puissance de quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle l'être humain et la création qu'il a faite. Et qui, du coup, agit à l'égard de cette création en disant que l'homme est responsable dans la création, qu'il n'est pas une marionnette entre les mains de Dieu et que, du coup, il lui est confié une responsabilité à l'égard du créé, et qu'en même temps, un appel pour l'être humain à se situer vis-à-vis de la création de la même manière que Dieu se situe vis-à-vis de l'être humain, c'est-à-dire avec un infini respect et en faisant émerger, dit le pape, les potentialités qui sont dans les êtres, dans tous les êtres, à la fois les êtres humains et les êtres vivants. Et il me semble qu'on peut donc résumer la proposition du pape en disant qu'il y a finalement 3 grands axes qui donnent. Il invite à reconnaître une altérité, et là il a une forte parole, je trouve, pour dire que aussi reconnaître, il y a un avantage à reconnaître une altérité, un Dieu créateur. Alors je cite ce qu'il dit au numéro 75, la meilleure manière de mettre l'être humain à sa place et de mettre fin à ses prétentions d'être un dominateur absolu sur la terre, c'est de proposer la figure d'un Père créateur et unique maître du monde, parce qu'autrement, l'être humain aura toujours tendance à imposer à la réalité ses propres lois et intérêts. Alors ça, parce que se dire, c'est mettre l'être humain à sa place, c'est dire qu'il se reconnaisse comme créature vis-à-vis d'un créateur, d'un autre. Alors c'est déjà une manière de dire que l'être humain réfléchisse à sa juste place
Alors, du coup, la deuxième attitude que propose le pape, de manière peut-être plus positive aussi, c'est d'inviter à un discernement constant, justement pour chercher le pourquoi des choses, ou le sens des techniques, la finalité des projets que l'on se donne, et en valorisant une démarche éthique qui en permanence interroge l'action transformatrice légitime de l'être humain, mais en se demandant si cette action transformatrice est au service, alors pour reprendre les thèmes bien connus dans la pensée sociale de l'Église, au service de la justice et du bien commun. Donc sa deuxième interrogation, c'est situer les choses par rapport à la question du sens et là encore des finalités. Et puis, on pourrait dire, alors là, d'une perspective croyante, cette imitation de Dieu vis-à-vis d'une auto-limitation. Et ça, je crois que c'est un thème qui traverse non seulement la pensée chrétienne, mais aussi, par exemple, la mystique juive, qui parle, quand on sait le mouvement du Tzimtzum, pour la Kabbale juive, c'est justement ce mystère d'un Dieu qui crée en se retirant, qui crée une altérité, on pourrait dire radicale, en un sens, c'est-à-dire qui choisit de s'auto-limiter. Et du coup, là, le pape a aussi un certain nombre de réflexions sur cette imitation, et ce qui va dans le sens de ce que j'évoquais juste avant par rapport au fait de faire émerger les potentialités dans les êtres. Alors, ça c'était juste un petit... on pourrait être beaucoup plus long là-dessus, mais je pense que cet approfondissement, à la fois d'une certaine conception de l'être humain, et de l'être humain vis-à-vis du cosmos, est une invitation aussi à réfléchir à ce que le pape appelle un dialogue permanent à entretenir entre les sciences et le monde de la technoscience, et la religion. Donc ça, c'est une invitation que le pape formule à diverses reprises dans l'encyclique. Et puis, il propose ce dialogue à différents niveaux, aussi entre le monde politique et le monde économique, et en invitant aussi la société civile à jouer son rôle, que ce soit tant à l'égard des scientifiques, des experts, qu'à l'égard du monde politique et des décideurs économiques. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de va-et-vient, avec, on pourrait dire, Monsieur le Pape ne le formule pas directement comme ça, mais disant finalement, aucun de ces mondes n'a la solution tout seul, et c'est dans un dialogue entre les uns et les autres, c'est de ce dialogue que pourra émerger un projet de société partagée, et à partir de ces finalités reconnues collectivement, et aussi des débats sur les moyens et une priorisation des moyens par rapport à ces finalités. Alors là, je trouve qu'il y a des choses aussi très intéressantes pour réfléchir à la hauteur aussi de ce que nous vivons. Les scientifiques parlent maintenant d'anthropocène pour caractériser l'époque que nous vivons. Alors, la datation de l'anthropocène, elle varie beaucoup selon les uns et les autres. Certains font remonter à l'invention de la machine à vapeur, d'autres disent que c'est au milieu du XXe siècle, mais c'est l'idée que depuis, en gros, la révolution industrielle, on ne peut plus vraiment distinguer ce qui serait de l'ordre d'une évolution d'un ordre naturel des écosystèmes et ce qui serait de l'ordre de l'action humaine et d'une histoire des hommes de l'autre. Et parler d'anthropocène, c'est dire que l'être humain est définitivement, son devenir est complètement intrinsèquement lié au devenir de la planète et réciproquement, c'est-à-dire qu'il y a des boucles rétroactives entre les uns et les autres, et ce que fait l'homme a des effets sur la planète, et la planète réagit, le cosmos, les écosystèmes, et ont des effets sur la manière dont l'être humain doit envisager sa situation dans le monde. Alors, ça fait beaucoup réfléchir un certain nombre de scientifiques. Et pour ceux que ce sujet intéresse, je trouve que le dernier livre de Bruno Latour, qui s'intitule Face à Gaïa, notamment dans les premières, il y a 8 conférences en fait que Bruno Latour a données et qu'il regroupe dans cet ouvrage, et les premières conférences sont autour de cette question du rapport entre science et religion. Et ce que souligne, et science et politique, et ce que souligne Bruno Latour de manière très forte, c'est comment il peut y avoir, pour nos scientifiques qui sont tellement soucieux de ne pas faire de politique, de montrer comment les résultats qu'ils obtiennent sont des résultats qui sont issus d'une démarche scientifique, avec l'idée que la science est une démarche objectivante par rapport à une nature qui se situe complètement en extériorité par rapport aux chercheurs. Et en fait, Bruno Latour explique comment, justement, à l'âge de l'Anthropocène, nous ne pouvons plus réfléchir de cette manière-là.
Et il souligne comment parfois le piège pour un certain nombre de scientifiques attaqués par des climato-sceptiques qui utilisent des arguments d'ordre scientifique et souvent assez pseudo-scientifiques, c'est qu'au fond, les scientifiques essayent de répondre avec des arguments qui ne sont pas des arguments politiques, et Latour souligne qu'en réalité, ils devraient reconnaître que la science prétendument objective n'existe pas en réalité, qu'elle n'est pas neutre, et qu'il est d'ailleurs légitime que l'aspect descriptif de la science soit aussi ait des effets prescriptifs et normatifs. Et qu'aujourd'hui, il y a évidemment, par rapport à ce qui se passe, nous avons absolument besoin des experts du climat et des scientifiques de différentes disciplines pour savoir ce qui nous attend si nous continuons comme ça. Il y a un certain nombre d'événements, je crois que Dominique Bourg vient régulièrement à Besançon, donc là il le dit fortement, c'est qu'il y a un caractère invisible, imprévisible des évolutions. Ça ne se voit pas à l'œil nu, même s'il y a quand même des changements climatiques assez sensibles, y compris en France aujourd'hui, mais enfin il y a plein d'éléments de l'évolution de nos écosystèmes dont nous n'avons pas conscience par nos 5 sens. Et donc il nous faut les connaissances des experts scientifiques pour pouvoir prendre ensuite des décisions politiques à la hauteur de cette description, de cet état des lieux et ces prévisions pour l'avenir. Et donc là, je crois que c'est intéressant de se poser la question de ce lien étroit entre les sciences et la politique. Alors, évidemment, ça oblige à réfléchir, après, mais là encore, on n'a pas le temps, mais à ce qu'il y ait une juste manière d'aborder la question de la relation entre science et politique. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant, peut-être, d'avoir une conscience plus aiguë du fait que tous nos moyens aussi d'évaluation ne sont jamais des moyens qui seraient complètement objectifs et qui seraient axiologiquement neutres. Ce n'est pas vrai. Et donc, voilà, c'est comment, là encore, les sciences et techniques sont orientées par rapport à des finalités que nous nous donnons. Alors je crois que ce qui vaut là pour ce dialogue entre les sciences et la politique vaut évidemment quand on réfléchit à la question de l'économie et à la transformation nécessaire de nos modèles économiques. Et je dirais, pour résumer peut-être un peu le point de vue que j'ai aujourd'hui par rapport aux enjeux qui sont devant nous, c'est de dire que nous devons absolument réfléchir hors du cadre. Alors ce que les anglo-saxons résument ça en disant penser là, out of the box, c'est-à-dire qu'il s'agit de réfléchir d'une manière tout à fait différente de la façon habituelle dont nous avons eu l'habitude de raisonner pour ceux qui ont fait des études d'économie, et puis pour nous tous qui entendons aujourd'hui encore un discours autour de la croissance comme étant la condition sine qua non du développement humain et social, la croissance qu'on continue à mesurer avec le PIB, qui continue à être mesuré de la même manière que dans les décennies précédentes. Alors heureusement maintenant, il y a de plus en plus d'économistes, y compris d'économistes qui étaient des économistes dits orthodoxes, pas hétérodoxes, qui se mettent à dire qu'il faut vraiment réfléchir autrement. Mais on en est quand même encore loin parce que nos gouvernements successifs continuent à être d'une certaine manière prisonniers du fait que pour eux, pour pouvoir promouvoir l'emploi, il faut continuer à promouvoir la croissance telle que nous y avons été habitués, et que du coup on est dans des logiques dans lesquelles on n'arrive pas à s'en sortir. Et pour dire, puisque j'enseigne, je donne un cours à l'ESSEC, je donne aussi un cours à l'école des mines, j'ai l'occasion de voir des étudiants d'école de commerce, d'ingénieurs, et de voir un peu les cursus, on voit bien que pour l'instant, les cursus ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait souhaiter pour pouvoir mettre en cohérence justement l'état des connaissances et la réflexion sur ces nouveaux modèles économiques nécessaires avec les enjeux de la transition écologique et énergétique. Alors c'est pour ça que je trouve c'est intéressant d'entendre un tout petit peu, je ne vais pas être très long, mais la façon dont le pape évoque ces questions, parce que je trouve qu'il a le mérite de vraiment mettre, on pourrait dire, les pieds dans le plat et de nous interpeller très vigoureusement quant à nos logiques dominantes. Alors, je retrouve juste les citations que je voulais reprendre. Je vais commencer par une citation du pape qui réfléchit justement à partir de des logiques qui sont les nôtres. Et là, je cite un petit bout du numéro 123 de l'encyclique, dans lequel le pape là, est d'une violence très, très grande. Alors il écrit « C'est la même logique qui pousse à l'exploitation sexuelle des enfants
ou à l'abandon de personnes âgées qui ne servent pas des intérêts personnels. C'est aussi la logique intérieure de celui qui dit « Laissons les forces invisibles du marché réguler l'économie, parce que ses impacts sur la société et sur la nature sont des dommages inévitables. » Donc, dans la même phrase, le pape met sur le même plan ce qu'on considère comme des crimes avérés, c'est-à-dire l'exploitation sexuelle des enfants ou l'abandon des personnes âgées, et il dit c'est la même logique qui est à l'œuvre quand, en gros, nous disons mais notre système économique, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, il y a des dommages sociétaux, environnementaux, et ces dommages sont le prix à payer d'une certaine façon par rapport à ce qui serait l'attente légitime que nous avons à l'égard de l'économie, c'est-à-dire l'économie qui permet la croissance de la valeur économique et financière créée. Donc là, le pape nous dit, mais cette logique-là, c'est une logique qui est criminelle et qui est mortifère. Et du coup, le pape poursuit en nous invitant à réfléchir tout à fait autrement. Alors le pape va jusqu'à parler de décroissance dans certaines régions du monde, en insistant sur ce qu'il appelle la culture du déchet, le fait que, au fond, nous avons, dit-il, une dette, les pays du Nord, ou les plus riches des pays du Nord ont une dette écologique et sociale vis-à-vis des pays plus pauvres. Et quand il parle de culture des déchets, c'est vraiment au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire au sens propre, à plusieurs reprises dans l'encyclique, le pape donne l'exemple des déchets que nous exportons vers les pays du Sud, que ces pays acceptent parfois moyennant finance. Et certains se rappellent peut-être, il y a quelques années, il y a eu des problèmes, par exemple, en Côte d'Ivoire, parce qu'en fait, il y avait eu un contrat complètement avec de la corruption derrière, qui fait que les pouvoirs publics avaient accepté le déversement d'une cargaison de déchets qui n'étaient pas censés être des déchets toxiques, et ça a provoqué des morts et beaucoup de problèmes sanitaires, et puis qui durent encore en Côte d'Ivoire. Voilà, juste pour donner un exemple. Donc, culture du déchet au sens propre, et puis au sens figuré, c'est-à-dire que nous sommes dans des modèles économiques qui finalement ont tendance à considérer que le facteur humain, parfois, et l'être humain, être jetable par rapport à un objectif qui est prioritaire, qui est de maximisation du profit pour une petite catégorie de personnes. Alors, le pape en parle en nous invitant à réfléchir autrement et finalement à intégrer dans toutes les démarches économiques, d'emblée, la question de ces dommages sur l'environnement et sur les personnes. Alors là, je lis le numéro 194, où le pape démonte, moi, ce que j'appelle l'argument l'argument gagnant-gagnant, ce que le pape appelle l'argument du juste milieu. Alors, gagnant-gagnant, vous savez, dans le vocabulaire autour du développement durable, on dit souvent ou c'est du win-win, c'est-à-dire qu'on peut favoriser à la fois la recherche de la croissance économique, le progrès social et le respect de l'environnement. Ce que je crois problématique, en tout cas à court terme, c'est le fait qu'on fait comme s'il n'y avait pas de tension, voire pas de contradiction entre ces objectifs, alors qu'en réalité, nous savons qu'il y a des perdants. Et qu'il y a si c'était si facile que ça de mettre en cohérence ces objectifs, ça se saurait et il n'y aurait pas les problèmes que nous connaissons. Voilà, d'un point de vue social, des arbitrages que les patrons d'entreprise ont à faire entre des objectifs qui sont tout à fait en tension. Alors, le pape a là encore des paroles très fortes. Alors, il dit « Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. » Donc c'est très fort. Donc ensuite, il invite à redéfinir. Il dit il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. D'autre part, la qualité réelle de vie des personnes diminue souvent à cause de la détérioration de l'environnement, de la mauvaise qualité des produits alimentaires eux-mêmes ou de l'épuisement de certaines ressources dans un contexte de croissance économique. Dans ce cadre, le discours de la croissance durable devient souvent un moyen de distraction et de justification qui enferme les valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la technocratie. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises se réduit d'ordinaire à une série d'actions de marketing et d'image. Donc, il va très fort
En fait, en gros, pour nous alerter sur le fait que nous pouvons avoir parfois une belle rhétorique et nous inviter à ne pas nous payer de mots, et en dénonçant un certain type de discours qui sont des belles déclarations d'intention, mais qui au fond ne correspondent pas à une prise en compte réelle des transformations nécessaires de nos modèles économiques pour faire droit à ce que le pape appelle une redéfinition du progrès. Et je pense que là, on est assez tous sensibles à ce que le pape évoque, le fait de dire, au fond, qu'est-ce que signifie augmentation, croissance économique, développement économique d'un pays, d'une zone, si ça se solde par une mauvaise qualité, il donne l'exemple des produits alimentaires, une détérioration de l'environnement, l'épuisement de certaines ressources, on pourrait rajouter l'augmentation des inégalités, il y a bien d'autres passages dans l'encyclique où le pape en parle. Donc au fond, il nous amène collectivement, là encore, à nous poser la question de savoir si vraiment ces modèles économiques basés sur une croissance, fût-ce une croissance verte, est-ce que ce sont les moyens adaptés à la recherche d'une meilleure qualité de vie et de projets économiques qui soient au service de cette qualité de vie. Voilà. Et alors, bon, ça, là, l'interpellation du pape, là, on peut dire, là, il est dans un discours qui est de dénonciation, d'une forme d'hypocrisie, parfois, de discours, qui, en fait, enrobe les choses. Et moi, c'est vrai que assez souvent, je trouve que dans la rhétorique des entreprises, plutôt que de faire apparaître les tensions qui traversent l'activité économique, on a tendance à avoir un discours qui, entre guillemets, noie le poisson. Et il me semble, là, du point de vue de la réflexion éthique, il y a un vrai problème. Parce que, d'abord, ça n'inspire absolument pas confiance à tous ceux qui ont tendance à se dire que, en gros, notamment les grandes entreprises, sont là essentiellement pour faire croître la richesse qu'elles vont partager de manière très inéquitable. Et donc, ça ne fait que, d'une certaine manière, aggraver le fossé entre la perception qu'ont les uns du fait de la prédation des autres sur les ressources. Bon. Et là, ce que le pape invite, il me semble, les dirigeants économiques et les acteurs économiques à faire, c'est à reconnaître que nos modèles économiques doivent être au service de projets de société qui sont débattus dans l'espace public. Alors il y a ensuite, on pourrait dire, une façon pour le pape de décrire les enjeux en proposant de mettre en priorité la question de la démocratie avant le marché. Et dans l'encyclique, parmi les critères de discernement que propose le pape, il y a, alors moi je me suis amusée, mais là je n'ai pas le temps de faire, mais j'ai une liste de numéros dans lesquels le pape donne des critères assez précis concernant l'activité des entreprises et ce qu'il faut essayer de promouvoir comme démarche. Le pape insiste énormément sur ce qu'on appelle les mesures d'impact. Alors je pense qu'aujourd'hui, alors pour ceux qui sont du monde économique parmi vous, on parle énormément de mesures d'impact. Alors on en parle de manière d'ailleurs très diverse parce que c'est pas tout à fait la même chose d'en parler en matière de politique publique, d'en parler quand on en parle à propos de la responsabilité sociale de l'entreprise, d'en parler dans le secteur de l'économie sociale et solidaire où on parle aussi d'impact social, environnemental. Et puis il y a des méthodologies différentes, ça pose des tas de questions. Il n'empêche qu'on voit bien qu'il y a un souci derrière qui est de regarder les choses pas simplement du point de vue monétaire, mais de regarder aussi comment effectivement une activité économique a des impacts sociaux, sociétaux, environnementaux, et de trouver des méthodologies adaptées pour évaluer de façon pertinente ces impacts. Alors le pape insiste beaucoup là-dessus, en disant il faut des évaluations, on pourrait dire ex ante, c'est-à-dire avant le démarrage des opérations. Alors on sait bien que normalement c'est ce que les entreprises doivent faire. Elles ont même pour les grandes entreprises des exigences légales, réglementaires à ce sujet. On sait aussi bien souvent ces études d'impact initiales, elles peuvent être faites de manière assez partielle ou parfois c'est une case qu'on coche pour pouvoir avoir un permis d'opérer et on sait que dans un certain nombre de situations et de cas, quand même les enjeux financiers pèsent tellement lourd que ces évaluations d'impact sociétal et environnemental, finalement, sont reléguées quand même au second rang. Et donc, ce que le pape invite à faire, c'est à dire non, il faut que ça soit une priorité pour que soient intégrés dans la stratégie des entreprises ces enjeux-là. Et plutôt que de considérer que les dommages sociétaux et environnementaux sont des dommages collatéraux inévitables, il faut se poser la question de savoir en amont comment les éviter, comment les réduire et comment les prendre en compte. Et j'évoquais la question de la démocratie avant le marché. À plusieurs reprises, le pape insiste pour dire que ces évaluations doivent aussi faire l'objet de discussions
avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire et notamment les populations qui vont être affectées par l'établissement d'une entreprise dans un lieu donné. Donc il y a pas mal d'endroits et voilà, dans plusieurs chapitres dans lesquels le pape revient sur cette question pour inviter à, on va dire, à des délibérations, pour se poser collectivement la question de savoir si on a vraiment besoin de ce type d'industrie ou pas, pour que les gens soient au courant, qu'il y ait une information plus transparente sur les effets de ces activités, et pour que ça donne donc des moyens en termes à la fois de création de valeur, pour reprendre le vocabulaire économique, et pour le partage de la valeur, pour se donner des éléments de juste et de création à la fois juste et responsable de la valeur économique et financière, et pour se poser des bonnes questions quant à aussi un juste partage de cette valeur créée. Voilà, alors donc le pape nous invite alors donc à la fois à ne pas nous payer de mots, à regarder les enjeux économiques sous l'angle d'une économie qui est au service de projets de société et donc aussi de projets politiques, donc invité à remettre les enjeux économiques au cœur du débat public en impliquant toutes les catégories de la population. Et puis, alors ça c'est le versant ou l'interpellation très forte du pape. En même temps, et là c'est peut-être un écho de ce que j'évoquais au démarrage sur les enjeux anthropologiques, le pape ne se contente pas, en gros, de nous faire des remontrances collectives qui nous, en gros, habitants des pays du Nord, qui vivons sur des modèles qui sont des modèles dont nous savons qu'ils ne peuvent pas être étendus à l'ensemble de la planète, et que ce sont des modèles qui sont prédateurs et de façon excessive sur les ressources finies de la planète. Le pape nous invite aussi à faire jouer notre créativité. Et il y a des passages très beaux sur le fait que être homme et être humain, déployer les potentialités de l'être humain, c'est justement contribuer à ce qu'est la noblesse et la dignité de la personne humaine. Alors, on va lire un passage que je trouve magnifique, où justement, finalement, le pape nous invite à considérer que cette transformation de nos modèles économiques, elle est indissociable d'une créativité entrepreneuriale. Alors c'est le numéro 192. Un chemin de développement plus créatif et mieux orienté pourrait corriger le fait qu'il y a un investissement technologique excessif pour la consommation et faible pour résoudre les problèmes en suspens de l'humanité. Ce serait une créativité capable de faire fleurir de nouveau la noblesse de l'être humain, parce qu'il est plus digne d'utiliser l'intelligence avec audace et responsabilité pour trouver des formes de développement durables et équitables dans le cadre d'une conception plus large de ce qu'est la qualité de vie. Inversement, il est moins digne, il est superficiel et moins créatif de continuer à créer des formes de pillage de la nature seulement pour offrir de nouvelles possibilités de consommation et de gains immédiats. Je trouve que c'est un très beau passage, et pour tous ceux qui travaillent dans le monde économique, les entrepreneurs, chefs d'entreprise, voilà, c'est pas parce que le discours du pape n'est pas du tout un discours anti-entreprise. C'est un discours qui dénonce les effets pervers de nos modèles capitalistes financiarisés, mais c'est une parole qui nous invite à faire droit à ce qu'il appelle la noblesse de l'être humain, aux capacités créatives qui nous donnent des ressources justement pour imaginer de nouveaux modèles qui soient à la hauteur des enjeux de la transition écologique et énergétique. Alors du coup, c'est une petite transition par rapport justement à un certain nombre de choses que nous décrivons dans l'ouvrage. Ce qu'on a essayé de se dire, c'est voilà, faire un tout petit panorama après avoir dressé un état des lieux de la situation climatique, de l'urgence et du fait que les entreprises font partie du problème et donc font partie de la solution, et notamment en posant la question des responsabilités particulières des entreprises énergéticiennes. Ensuite, on a dans les premiers chapitres une réflexion autour de ces nouveaux modèles économiques qui s'inventent aujourd'hui. Alors, j'en dis juste un petit mot rapide. Alors, ce qu'on appelle, donc c'est, alors je vais d'abord dire un mot de ce qu'on appelle les scénarios de la transition écologique et énergétique pour faire le lien aussi avec les discussions qui ont eu lieu à l'échelle du gouvernement. Vous savez qu'il y a 2 ans, le gouvernement avait mis en place un débat national sur la transition écologique et énergétique,
Et puis, il y a eu tout un comité des experts, 80 experts de différentes disciplines qui se sont réunis pendant plusieurs mois, justement pour croiser leurs connaissances, leurs expertises, et pour essayer de proposer différents scénarios de la transition au pouvoir public, de manière, et aussi à la société française, pour que nous puissions faire des choix informés des possibilités que nous avons autour. Alors, souvent dans ces scénarios de la transition, il y a 3 grands axes, qui est un axe qui devrait être mis en premier, mais malheureusement, qu'on ne met souvent pas en premier. Et pour avoir été observatrice au moment de la COP21, j'étais désolée qu'on n'en parle pas plus, la question de la sobriété, parce que c'est quand même l'enjeu de fond, c'est dire que si nous disons que nous sommes encore en croissance démographique à l'échelle de la planète dans les décennies qui viennent, que donc forcément nous continuons à ponctionner pour tous les habitants encore toujours plus de ressources, ben ça veut bien dire que par ailleurs il y a les données que j'évoquais tout à l'heure quant à la limitation nécessaire de l'extraction des énergies fossiles, dire que l'équation est assez simple, qu'il faut vraiment que nos modes de vie soient beaucoup plus sobres. Nos modes de vie pour les plus riches. Alors après, évidemment, tout ça étant aussi au service d'une équité et d'un partage pour que ceux qui n'ont rien puissent avoir de quoi vivre et pas simplement survivre. Alors là, donc, quand on parle de scénario de la transition, c'est dire en premier lieu la sobriété. Donc c'est vraiment réduire nos consommations, et non seulement nos consommations énergétiques, mais aussi les consommations d'un certain nombre de ressources, et notamment des ressources naturelles non renouvelables. Et puis, alors on arrive ensuite à la question des énergies et des énergies, du mix énergétique, des énergies renouvelables, et puis le troisième pilier étant celui de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour produire en consommant moins d'énergie par quantité produite ou achetée. Voilà. Alors, avec les effets pervers soulignés par les économistes, qui sont à la fois, enfin, les effets pervers ou les problèmes, qui sont ce qu'on appelle l'effet parc et l'effet rebond. L'effet parc par rapport à la transition, c'est un des énormes enjeux, c'est-à-dire que par exemple, on sait qu'il faut mettre en œuvre la rénovation thermique des bâtiments, mais on sait qu'on ne peut pas, l'effet parc, c'est qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Donc il faut étaler ça dans le temps, et que, du coup, ça pose un certain nombre de questions par rapport au fait qu'il y a un certain nombre de bâtiments dans lesquels la consommation énergétique va rester encore très importante. Bon. Et puis l'autre effet, qui est encore sans doute plus grave, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est que ça ne sert à rien de gagner en efficacité énergétique si on augmente les quantités produites et si les gens ont presque le réflexe de consommer, d'acheter plus sous prétexte que c'est moins cher ou que c'est plus économique en énergie. Donc ça, ce qui vaut à l'échelle individuelle vaut aussi à l'échelle d'une société et d'un pays. Donc c'est pour ça que la question de la sobriété comme étant le premier objectif à se fixer, une réflexion, et elle est absolument essentielle du point de vue de la transformation de nos modes de vie. Alors, ce qui veut dire qu'ensuite, évidemment, tout ça, ça a des effets pour les modèles économiques qui sont envisageables. Alors, il y a dans les publications, notamment liées au ministère du Développement durable, différentes sources publiques, on évoque ce qu'on appelle les filières vertes, qui sont évidemment les filières autour des énergies renouvelables, tout ce qui est à la fois biocarburant, parce qu'il y a déjà des débats sur la pertinence ou pas des biocarburants, la biomasse, la géothermie, l'éolien, le solaire, tout ce qui est autour ensuite de l'optimisation des consommations de ressources naturelles, parler de tout ce qui est bâtiments à faible impact environnemental, tout ce qui est chimie verte, les matériaux biosourcés, les véhicules décarbonés, etc. Tout ce qui est autour de la gestion du cycle des ressources naturelles, le captage, le stockage, la valorisation du CO2, l'eau et l'assainissement, le recyclage et la valorisation des déchets. Bon, en 2013, selon les estimations des pouvoirs publics, tout ça ne représentait que 1,37% du PIB, donc il y a encore des marges de manœuvre pour que ça représente une part plus importante de la richesse produite dans notre pays. Alors ensuite, il y a toute une réflexion autour de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors, donc avec l'idée de regarder tout le cycle de vie des produits, depuis la fabrication jusqu'à la valorisation des déchets avec la méthanisation, le compostage, et puis en passant par la commercialisation, l'utilisation, la réparation, le réemploi des composants, le recyclage. Bon. Mais tout ça, alors là, pour ceux que ça intéresse, je pense que d'ailleurs certains ont peut-être lu le livre de Philippe Biwix,
publié l'année dernière l'âge des low-tech. Alors là, Philippe Biwix, c'est quelqu'un de très extrême dans son domaine, qui invite vraiment à penser, arrêter de raisonner en termes de high-tech, et en disant que selon lui, il est ingénieur qui s'est beaucoup intéressé à la question de la raréfaction des ressources, des minerais, en minerais, et qui nous invite vraiment à revenir, alors pas à l'âge de pierre, mais à repenser profondément des modèles économiques qui soient beaucoup plus sobres et qui nous invitent par exemple, éviter de changer, je ne sais pas, de portable tous les 6 mois ou 1 an, de réfléchir vraiment en revenant à des modèles qui se situent sur du beaucoup plus long terme que ce que nous faisons aujourd'hui, et en alertant beaucoup sur le fait que des ressources, par exemple, il dit que pour le nickel, le cuivre et le plomb, on n'a que 30 à 60 ans de réserve prouvée. Alors après, certains disent que tout ça, ce sont des estimations, que voilà, on trouve d'autres, mais en même temps, ce qu'ils soulignent fortement, c'est qu'il faut de plus en plus d'énergie, et de l'énergie de plus en plus chère pour extraire ces minerais. Et que donc là, c'est aussi des effets cumulés qui sont problématiques. Puis, il y a toute une réflexion autour de ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité ou l'économie des biens partagés, qui est de changer plutôt que d'acheter un bien qu'on utilise parfois très peu, exemple du matériel de bricolage ou une voiture, c'est de dire plutôt louer un service. Ce qui veut dire qu'on achète, en fait, entre guillemets, le service plutôt qu'un bien matériel, et que ces biens matériels, pour le coup, peuvent être partagés beaucoup mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Et ça, alors, selon les estimations de McKinsey, il y a 2 ans, l'économie nette possible liée à cette mise en œuvre de l'économie de fonctionnalité serait de 380 milliards de dollars par an en Europe. Donc c'est absolument considérable. Donc c'est pour dire aussi qu'il y a une manière de réfléchir à de la création de richesses autres que selon les modèles envisagés jusqu'aujourd'hui. Puis il y a tout ce qu'on appelle l'économie collaborative, type Wikipédia aussi, Blablacar. Alors là, j'ai pas trop le temps d'y aller, mais ça, je pense qu'il y a un certain nombre d'études aujourd'hui qui montrent comment il faut aussi prendre avec précaution ces modèles, parce qu'elles peuvent être aussi des manières de précariser un certain nombre d'emplois, et que donc elles n'ont, évidemment, si c'est une récupération par le grand marché de ces initiatives a priori vertueuses, eh ben, on n'aura pas gagné grand-chose. Donc voilà, il suffit, voilà. Alors, donc c'est pour ça que dans cet ouvrage, on ne se contente pas de donner dans les premiers chapitres ces exemples-là. Ensuite, nous essayons de nous interroger pour nous dire, mais au fond, tout ça n'est pas suffisant si on en reste à des solutions qui sont quand même des solutions là d'ordre un peu technique. Et justement, elles invitent, et là je rejoins ce que j'évoquais concernant la réflexion sur les fins, et je voudrais dire peut-être un peu brièvement quelques exemples que nous donnons dans l'ouvrage pour montrer comment les vrais obstacles, selon nous, et là je m'appuie vraiment sur la parole de personnes qui vivent dans l'entreprise de l'intérieur, et qui décrivent ce qu'ils vivent de l'intérieur, leurs expériences, pour eux les blocages sont des blocages d'ordre stratégique, politique, et qui touchent à des questions ensuite de management, et qui au fond renvoient aussi chacun à sa capacité à peut-être prendre des risques personnellement là où il se trouve, et ça pose des questions en termes de décloisonnement d'un certain nombre de fonctionnements de l'entreprise, des entreprises. Alors peut-être là, les uns et les autres donnent des exemples qui sont surtout liés au fonctionnement des grands groupes. Sans doute est-il plus facile de faire bouger des choses dans des structures plus petites, j'imagine. Alors peut-être que les uns et les autres pourraient donner des exemples, mais peut-être aussi que enfin moi de ce que je vois, mais plutôt sur des chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire par rapport à la situation de sous-traitants dans des pays du Sud, je vois aussi que bien souvent les sous-traitants font les frais de politiques, par exemple d'externalisation par les grands groupes, qui peuvent être là encore d'une très grande hypocrisie, en disant nous on a des belles politiques sociales, mais au fond on se débarrasse du problème sur d'autres, et on met une pression pas possible sur des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de résister de la même manière, ou de mettre en œuvre des normes sociales ou environnementales plus exigeantes. Alors, dans l'ouvrage, donc, on a essayé de réfléchir à la fois en donnant des exemples qui caractérisent des enjeux, je dirais, éthiques personnels, et puis on a essayé aussi de donner des exemples relatifs à des questions structurelles, à la question de transformation institutionnelle, en insistant beaucoup sur le fait que l'entreprise, au fond, on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas un rôle politique.
Parce que, alors, je me rappelle, moi, quand j'ai démarré ma thèse, en ayant Total comme une des entreprises que j'ai étudiées pour réfléchir, c'était dans le code d'éthique ou les principes d'action du groupe Total. Il y avait, alors c'était suite à l'affaire Elf et aux enjeux liés à la France-Afrique, il y avait une belle déclaration d'intention en disant que Total était une entreprise qui ne faisait pas de politique. Et là, je me rappelle à l'époque, j'avais dit, et c'était au tout démarrage de la réflexion sur ces sujets, j'étais très choquée par ça, parce que je me disais, c'est pas possible de dénoncer le fait qu'une entreprise pétrolière n'a pas un rôle politique. C'est que justement, il me semble qu'il faut pouvoir reconnaître ce rôle politique, qui est de toute façon un rôle de facto, lié à la puissance économique de ces groupes, qui plus est dans les domaines sensibles politiquement qu'est la sécurité énergétique pour les pays. Donc, il me semble que c'est très important de reconnaître ce rôle politique pour pouvoir justement l'encadrer et réfléchir à ce qu'est la responsabilité politique de l'entreprise. Et je pense que là, et pour le coup, c'est ce qu'on a essayé et c'est finalement toute la fin de notre ouvrage est là-dessus, sur la question de la responsabilité politique des acteurs économiques, en disant, et en reprenant d'abord l'étymologie du mot polis en grec, c'est la cité, c'est la responsabilité à l'égard des enjeux relatifs au vivre ensemble, au bien commun. Et la manière dont les entreprises, y compris Total, les pétroliers ou les producteurs de charbon disent aujourd'hui vouloir participer à la réflexion concernant le climat, dit quelque chose de la reconnaissance que ces entreprises, mais que toutes les entreprises, ont un rôle à exercer vis-à-vis des biens communs mondiaux comme le climat. Donc ça nous invite à nous interroger sur le rôle politique de l'entreprise. Alors une fois qu'on a dit ça, ça signifie qu'il y a une réflexion à mener du point de vue des institutions et du point de vue de la gouvernance de ces entreprises. Comment peut-être partager le pouvoir différemment, de manière à pouvoir faire en sorte que les intérêts qui ne sont pas simplement les intérêts à court terme d'actionnaires exigeant un retour sur investissement très important et très rapide, soient pris en compte, et de manière à prendre en compte les intérêts des autres parties prenantes, y compris les plus vulnérables. Ça pose des questions par rapport à la façon dont la richesse est créée, et donc là on peut dire que ça pose aussi des questions autour de la fiscalité, de la comptabilité, des moyens par lesquels on peut ou pas, plus ou moins. Alors dans le jargon des économistes, ils nous parlaient de l'internalisation des externalités, ça veut dire en gros prendre en compte les dommages collatéraux sur l'environnement, sur les personnes. Donc il y a aujourd'hui un foisonnement de réflexion de la part de praticiens et de la part aussi de chercheurs pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de faire évoluer à la fois le droit relatif à l'entreprise et un certain nombre de mécanismes en termes de gouvernance, en termes de comptabilité, de fiscalité, de façon à pouvoir transformer l'essai de la transition écologique énergétique. Alors évidemment, tout ça, ce sont des chantiers énormes. Il y a des résistances très grandes. Alors dans l'ouvrage, on essaye de montrer les deux choses, à la fois les résistances et puis les possibilités d'avancer. Alors je vais donner juste deux exemples liés aux questions plus structurelles, mais qui rejoignent aussi la manière dont des personnes, parce que ensuite les enjeux structurels, ils passent aussi par des personnes qui ont des responsabilités et qui osent réfléchir un peu différemment ou mettre en œuvre les choses de façon différente. Alors il y a un des exemples d'une manière très positive qu'on décrit dans l'ouvrage, qui est lié aux enjeux de lutte contre la corruption. L'un d'entre nous était responsable d'une usine en Inde, dans un grand groupe, qui a une politique extrêmement ferme relative à la lutte contre la corruption. Et donc là, il a pris cet exemple-là parce qu'il disait que pour lui, ça avait été vraiment une belle école pour se dire quand il y a de la part d'une direction générale d'un groupe une volonté d'être intransigeant sur un sujet comme celui de la corruption, et si on vous dit que oui, sur le terrain, il faut reconnaître qu'il faudra négocier avec les pouvoirs publics, mais en refusant tout pot de vin, d'entrer dans tout système de pot de vin. Et quand votre supérieur hiérarchique vous dit mais on te soutient même si tu perds du temps par rapport au démarrage l'octroi du permis de construire et la construction de l'usine, et ça change les choses. Et en l'occurrence, cette personne disait que contrairement à un certain nombre d'autres entreprises françaises ou occidentales présentes, en l'occurrence il s'agit du Tamil Nadu, et qui disaient ne pas vouloir rentrer dans des circuits de corruption, mais qui en fait externalisaient auprès d'un sous-traitant indien la relation avec les pouvoirs publics, qui évidemment versait des pots de vin,
Lui, dans son groupe, lui avait dit, mais non, c'est toi qui va attendre. Alors il disait qu'il a passé des heures à attendre, parce que du coup on le faisait poireauter d'autant plus dans les bureaux de l'administration du Tamil Nadu. Et l'usine en question, le démarrage de la construction a été différé d'1 an. Il a été soutenu par le siège. Il expliquait comment, pour lui, c'était... on lui avait dit, mais tu tiens bon, et tu es intransigeant aussi dans les tout petits contrats. Voilà, une fois que l'usine a été construite. Et il expliquait comment, au fur et à mesure des années, ça a contribué à une transformation, y compris de la relation avec les sous-traitants et avec un certain nombre d'abord de cadres et de cadres dirigeants indiens qui au départ comprenaient pas bien, ils disaient mais c'est pas si grave quand c'est des tout petits montants, ou en tout cas en Inde c'est culturel, ça se passe comme ça. Et lui disant mais non, nous on estime que ça, c'est une manière ça détériore complètement le climat des affaires, la relation de confiance entre les personnes, et qu'il faut promouvoir autre chose. Et il disait combien cette intransigeance-là, elle a contribué vraiment à changer les choses concrètement. Donc ça on se disait c'est un bon exemple parce que ça montre bien qu'en réalité s'il y a une volonté de payer le prix d'une certaine ligne, eh bien les choses peuvent se faire aussi de façon différente. Mais ça suppose de résister aussi, y compris aux règles du jeu ambiantes. Bon. Et l'autre exemple, à l'inverse, qui était donné par l'un d'entre nous, c'était de dire que lui avait milité dans son entreprise pour que cette entreprise fasse du lobbying auprès des pouvoirs publics pour la mise en œuvre d'une norme, d'une réglementation qui concernerait son groupe et 4 autres entreprises sur le territoire français. Et là, il était donc, lui...